Bonsoir chers amis, ou bonjour si vous prenez l'émission en rediffusion. Je suis heureuse, voilà c'est ma deuxième émission depuis ma reprise. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont malades, qui sont en prison, qui ont des difficultés, je leur souhaite d'aller mieux, d'aller bien, de se recharger en énergie positive parce qu'aujourd'hui, on va vous parler d'énergie à travers le concept d'égrégore. Et j'ai pour cela deux invités qui vont, si vous n'y êtes pas encore, vous introduire dans cet univers dont nous avons actuellement besoin parce que nous sommes probablement ficelés. Nous allons voir comment nous déficeler. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi, de faire remonter vos impressions si vous en avez envie ou si vous en avez, et puis éventuellement de nous faire des suggestions, comme je vous l'ai dit, parce que nous vous proposons des choses qui nous paraissent importantes, mais voilà, vous avez peut-être envie que nous approfondissions une thématique ou que nous abordions des choses qui restent tabous. Et dans cette émission, Raison pratique, nous voulons détabouiser les choses, les pratiques à partir desquelles nous fonctionnons sans mettre de mots, de conception, de théorie là-dessus. Et ça nous permettrait, si on pouvait les détabouiser, eh bien, de faire un petit pas en avant parce que j'ai l'impression que dans beaucoup de domaines, nous stagnons. Alors, bon après-midi et puis je vous souhaite d'avoir du plaisir avec nos invités. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Lasconi, Madame Gabrielle Privat, qui sont deux personnes qui œuvrent au bien-être de notre peuple. Et j'espère que vous aurez du plaisir à les écouter. Bon après-midi. Donc je reçois d'abord Monsieur Lasconi qui est ton invité. Monsieur Lasconi, bon après-midi, bonsoir, bienvenue. Bonjour, merci en tout cas de m'avoir invité. Je suis heureux d'être en Martinique. Voilà, donc Monsieur Lasconi est le passage et j'en ai profité pour récolter quelques données pour vous enrichir parce que il est rare, il voyage, c'est une personne qui est sur les 4 continents en même temps et qui va partout où existe une communauté afro-descendante ou afro-ascendante, etc. Donc c'est très important que son expérience vivace que nous en profitions également. Et vous allez voir, il commet beaucoup de DVD qui sont des sources très sûres d'informations, donc que vous pourrez aussi acquérir si les thématiques qu'il aborde vous intéressent, bien entendu. Puis j'ai le plaisir de recevoir Madame Privat Gabrielle. Bonsoir Juliette, bonsoir les auditeurs, les téléspectateurs de Zouk TV. Voilà. Donc je suis Gabrielle Privat, la présidente du Comité CNR. national pour les réparations, CNR, depuis l'année dernière. Et voilà, et nous œuvrons effectivement à conscientiser notre peuple qui en a bien besoin sur certains plans. Certains plans. Alors CNR, n'oubliez pas, Comité national pour les réparations. Ce n'est pas une thématique qui est très en vogue chez nous parce qu'il y a aussi peut-être des égrégores qui l'empêchent de s'exprimer, en tout cas de toucher notre peuple. Alors par des émissions comme celle-là, eh bien nous essayons de vulgariser ces thématiques. Mais n'allez pas diaboliser ce qui vous fait du bien parce que j'ai compris que nous fonctionnons un petit peu à l'envers. La question des réparations, elle est essentielle, elle est nécessaire et nous remercions toutes les petites associations, toutes les petites mains qui œuvrent à la faire connaître, à la divulguer, parce qu'il y a de puissantes résistances à ce qu'elle soit connue et à ce que les peuples qui ont été esclavagisés, colonisés, réclament aujourd'hui réparation. Donc merci Madame Privat d'être là. Et donc en tant que présidente du CNR, n'oubliez pas chers amis, vous pouvez comment est-ce qu'on adhère? On peut adhérer. Donc vous pouvez adhérer à l'association et puis suivre, aider, organiser aussi des activités puisque son travail n'est pas seulement d'organiser des manifestations mais également de, comme elle l'a dit, sensibiliser sur des problématiques comme nous venons d'en avoir, sur les égrégores, sur l'habillement, sur les tissus, sur le sens de la coiffure aujourd'hui, etc. Et puis, il y a encore beaucoup d'autres thèmes qui seront explorés dans les journées de l'Afrique prochaine. Alors,
Ce qui est important, c'est qu'on sache que ce comité existe depuis 2013. Depuis 2000. Et pourquoi est-ce qu'on a eu besoin? Parce qu'il y avait déjà le MIR. Alors, il y avait déjà le MIR, qui est le Mouvement international pour les réparations, donc, qui a été créé par M. Malsa dans les années fin 2000, en fait, au début 2000. Et donc, le CNR a été créé, en fait, lors d'une rencontre dans la Caraïbe, où M. Malsa et d'autres Martiniquais, militants, résistants, on va dire activement pour les réparations, sans que ce soit vraiment dénommé. Donc, c'est suite à cette invitation dans la Caraïbe que le CNR a été créé. Pourquoi un CNR? Parce que, en fait, les Caribéens qui sont des pays indépendants, les pays de la CARICOM, ont estimé qu'ils avaient obtenu leur indépendance, mais qu'ils avaient omis de demander des réparations. Donc, alors, comme ils ont entendu parler de ce qui se passait, notamment en Martinique, par rapport au MIR, qui était en train d'exiger de l'État français, donc il avait porté plainte contre l'État français pour demander des réparations suite à la loi Taubira de 2001, qui disait que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Donc, qui dit crime dit réparation. Donc, le MIR s'est effectivement engagé une procédure contre l'État. Donc, je pense que dans la Caraïbe, ils ont effectivement entendu parler de cela. Et c'est pour ça que nous Martiniquais, ont été invités. Alors, la difficulté, c'est que eux, ils ont créé le CNR parce qu'ils sont des pays indépendants. Alors nous, ça s'appelle CNR, Comité national pour les réparations, mais en fait, le national, c'est plutôt dans le sens pour eux qui sont indépendants. Mais nous considérons que nous sommes une nation. Donc, et eux nous considèrent aussi un peu. Oui. Alors le problème qu'il y a, c'est que on ne s'en rend pas peut-être bien compte, puisque nous avons nous vivons un peu dans une tour d'ivoire. Nous ne nous rendons pas compte de l'image, ou du moins de comment nous sommes perçus dans ces pays de la Caraïbe. Néanmoins, pour eux, là où on a une difficulté, c'est que c'est l'État. Nous ne représentons pas l'État français, ce sont les États qui peuvent être dans les CNR. Donc, ils nous ont accordé exceptionnellement, en fait, cette facilité de créer un CNR ici. Mais ça nous permet de dire aussi que nous sommes une nation sans État. Sans État. Ça veut dire que ça n'est pas suspendu dans les airs de dire qu'il existe un comité national des réparations. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y en a un en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Voilà, mais bon, c'est surtout celui de Martinique qui est actif, en fait, parmi les trois. Nous sommes presque des représentants des les trois dernières colonies françaises, on va dire, des Antilles. Ah oui, enfin, dans la Caraïbe. Dans cette zone-là. Voilà. Donc, vous êtes présidente du CNR depuis 2 ans, c'est ça? Depuis 1 an. Oui, voilà. J'ai été élue présidente en mars 2021. Voilà. C'était un poste occupé par Garcin Malsa depuis la création du CNR. Voilà. Donc, Monsieur Lasconi, qu'est-ce que vous pensez de l'existence de ce comité? Écoutez, je ne peux que m'en féliciter, dans le sens où quand on a subi un préjudice, ce préjudice doit être réparé. Encore, le mot préjudice est faible, mais je tiens quand même à préciser que le débat des réparations a commencé en Afrique, avec un homme qui a payé de sa vie. C'est un milliardaire nigérian du nom de Moshood Abiola, qui était le vainqueur des élections présidentielles de 1993. Et il y a des sociétés, des compagnies pétrolières qui ont fait en quelque sorte que de commandité en push, qui a été menée par un général du nom de Sani Abacha, probablement l'un des plus sanguinaires dictateurs nigérians, et qui a fait emprisonner Moshood Abiola, qui est un milliardaire et qui a fait entendre sa voix. Il n'hésitait pas à louer un espace sur CNN pour parler des réparations, et aussi il avait sa propre compagnie aérienne, donc il pouvait sillonner le monde pour mener campagne. Donc c'est important quand même de rappeler que Moshood Abiola, homme d'affaires, milliardaire nigérian, a été le premier, il y a plus de 30 ans, à poser le problème véritablement de réparation sur la table. Parce que lorsqu'un homme va jusqu'à payer des millions de dollars
pour louer un espace publicitaire. Quand je dis un espace publicitaire de plus d'une heure dans sur un média international comme CNN, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'il avait. Il s'est investi. Mais est-ce que ça signifie finalement que tout ce que le peuple noir a tenté pour se libérer a abouti à l'assassinat des têtes de fil, des têtes de pont? Est-ce que c'est une manière de résoudre finalement les contradictions dans le monde occidental ou dans ceux qui sont payés pour empêcher que n'advienne justement une entité afro-africaine qui valorise ou bien qui réclame parce qu'elle a subi? Qu'est-ce que c'est que cette manière de résoudre les problèmes? Je pense que ça ne devrait pas nous étonner. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les armoiries des pays occidentaux, notamment les ex-puissances coloniales, et vous vous rendrez compte que la plupart des totems qu'ils choisissent, ce sont des animaux sauvages ultra violents. Qu'ils appellent animaux féroces. Oui, donc s'ils s'identifient à cette férocité, il ne faut pas s'étonner qu'ils agissent ainsi. Oui. Vous avez parlé de totem. Tout à l'heure, on parlera des grégores parce que, chers amis, aujourd'hui, nous voulons vous introduire dans ce monde-là, dans cet univers-là. Je ne suis pas sûre que ça va rassurer tout le monde, mais enfin, nous sommes dans une phase de tentative de libération, d'abord de nos têtes, de notre vision, de nos aliénations. Donc c'est très important de bien écouter et de continuer de votre côté la recherche à partir des outils que nous allons vous donner aujourd'hui. Alors, sur... Oui, si je peux me permettre de rajouter que justement dans cette demande de réparation, il ne faut pas que nous oublions la communauté Rastafari qui depuis très longtemps a effectivement mis sur la table ce problème, et notamment qui demandait le rapatriement, et évidemment il y a Marcus Garvey qui dès le départ, donc tout ça, ce mouvement qui vient de la Jamaïque où les gens demandaient le retour comme une réparation, ramenez-nous chez nous, ramenez-nous, vous avez... déportés depuis les lieux de notre déportation. C'est très important parce que tout à l'heure, on va parler un peu du programme des Journées de l'Afrique qui ont eu lieu, donc des 18 au 20 février, donc 2022. Nous allons parler des choix qui ont été opérés, des choix de thématiques. Et l'une des raisons pour lesquelles l'ASCONI est présent en Martinique actuellement, malheureusement, quand vous verrez l'émission, il sera déjà parti, mais vous pourrez accéder à ces DVD, à ces supports, parce qu'il n'écrit pas de livres, mais il produit une grosse quantité de CD qui sont des témoignages vivants de ses expériences, des lieux où il est allé, parce que nous sommes très rares, très peu à être vraiment allés sur le continent, même s'il nous dira, l'ASCONI, qu'il rencontre beaucoup des nôtres, Martiniquais et Guadeloupéens, sur le continent, c'est ça. Aussi des Jamaïcains, des Afro-Brésiliens, il y en a beaucoup en tout cas. Et les Américains de toute façon. Je crois que c'est la première communauté afro-descendante qui vient investir sur le continent. Très régulièrement aussi visiter, tourisme, etc. Donc sur cette base-là, on va demander à M. Lasconi de se présenter. Je ne sais pas si on voit son nom sur l'écran. Je crois qu'il y a une petite faute d'orthographe. Lasconi, vous allez nous pardonner cette petite erreur. C'est Nissim. C'est N-Y-S-Y-M-B que les gens... Je pense que c'est bien écrit. Voilà. Alors, dites-nous un petit peu. Il y a deux Y. Deux Y. Alors... quand vous vous présentez, vous dites chercheur pluridisciplinaire? Je ne me dis pas chercheur pluridisciplinaire, je suis chercheur pluridisciplinaire. Parce que quand on se dit, cela signifie que, c'est une autodésignation. Je suis chercheur pluridisciplinaire dans le sens où je suis avant tout historiographe. L'historiographe, c'est celui qui constitue une historiographie. La différence entre un historiographe et un historien est très mince. Il n'y a pas d'historiographe sans historiographie. Et l'historien, c'est celui qui enseigne l'histoire. L'historiographe, c'est celui qui consigne l'histoire. Donc je suis historiographe.
puisque je vais sur le terrain, je consigne l'histoire de mon peuple à travers le globe. Je suis également documentariste, à ne pas confondre avec documentaliste. Le documentariste, c'est celui qui réalise des films documentaires. Et je suis également écrivain poète, j'écris énormément, mais je publie, ma bibliographie est moins riche que ma filmographie. La raison est simple, c'est que j'ai une base de données très importante qui est constituée de 278 000 photographies et de 26 000 heures de film, donc ce qui explique que je suis très exigeant avec les éditeurs. Donc j'ai beaucoup de manuscrits puisque j'ai un carnet de voyage de 98 pays, mais simplement je suis très exigeant. J'existe un acompte au minimum d'1 million de dollars. C'est sans doute ce qui explique que mes écrits ne soient pas toujours disponibles. Voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup écrit. J'ai 2 ouvrages qui sont déjà disponibles. Le premier s'intitule La blessure de l'âme, ce sont des textes dédiés au jazz, poésie pour jazz et musique de forêt, parce que j'ai également fait des études de musique. Je suis passé par le conservatoire. J'ai une formation saxophoniste soprano. Tous mes gosses sont des musiciens de jazz et classique en même temps. Donc, j'écris également des textes pour des standards de jazz, notamment le standard de jazz African Flower. C'est moi qui ai mis les paroles en français. Voilà. Et le choix de parcourir le monde à la découverte de votre peuple ou de ce que les Occidentaux en ont fait, en les dispersant aux 4 coins, ça correspondait à quoi? Il n'y a pas que les Occidentaux qui ont dispersé les Africains, il y a des Orientaux, parce que les premiers qui inaugurent justement la traite arabo-musulmane, oui, c'est quand même les Arabes au 7e siècle. Il y a eu, ils en ont pratiqué 2 d'ailleurs. La première, c'est la traite transsaharienne, donc qui fait référence au Sahara, en traversant l'océan de sable, et la deuxième qui se fait parallèlement sur les côtes orientales, c'est la traite orientale justement qui a pour point initial le sultanat d'Oman et qui a pour point de finale Zanzibar. C'est pour cela que la capitale de l'actuelle Tanzanie s'appelle Dar es Salaam, qui signifie maison de la paix, parce que sur cette partie de l'Afrique, les gens payaient un lourd tribut. Donc effectivement, l'Afrique a dû faire face à une forte adversité de part et d'autre. L'Afrique a été prise en sandwich et on peut quand même se féliciter qu'elle soit en phase de remporter la compétition démographique, parce que malgré toutes ces calamités, l'Afrique sera le premier continent qui, en 100 ans, va doubler sa superficie. C'est ça. Voilà. Alors, sur la question de la traite, il y a ce livre de la femme de Cheikh Anta Diop qui évaluait à 600 millions d'Africains sur le continent avant la traite. Et après la traite, il n'en restait plus que 200 millions. Ça signifie que l'Afrique a perdu 400 millions de personnes. Peut-être même plus. Non, je ne parle que de la traite transatlantique parce que depuis les 13 siècles de traite arabo-musulmane, on n'a pas de chiffres, mais je pense que c'est les Africains du Nord auront des comptes à rendre aux Africains du Sud, puisque c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a découpé le continent. Mais sur cette question-là, les chiffres qui nous donnent 12 millions de déportés sont absolument complètement fantaisistes. Sont fantaisistes. Il y a eu des castrations et on sait très bien quand on castre un être humain, il y a saignement et donc beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts, on les a utilisés, on a continué, mais dire que la France a alimenté toutes ces colonies avec 12 millions de personnes, et y compris les États-Unis, c'est vraiment justement une vision absolument négationniste. Négationniste, et puis ça ne restitue pas, même pour les Africains, l'idée qu'ils ont perdu autant de membres, ça n'est pas quelque chose qu'ils arrivent à conceptualiser pour le commun des mortels, puisque ce qui nous est resté de ça, c'est une vision très conflictuelle. C'est les nègres qui ont vendu des nègres, et toute cette déperdition, cette catastrophe, hécatombe humaine n'est pas problématisée dans la tête des nôtres, pas assez. Alors, donc, c'est intéressant que vous alliez les rencontrer partout pour venir nous dire comment ils sont, comment ils vivent, parce que dans toute l'Amérique du Sud, il y a énormément de choses qui se font.
une empreinte et comment on va dire, une influence de l'Afrique dans l'Amérique du Sud qu'on est très loin d'imaginer. Absolument, mais déjà, il faut rappeler que le deuxième pays qui a la plus importante population africaine et hors d'Afrique, c'est le Brésil. C'est le Brésil, oui. En dehors du Nigeria, le Brésil a plus de population noire que n'importe quel pays du continent. 54% de la population Donc, est et noire. encore, quand on dit 54%, c'est qu'au Brésil, après l'abolition en 1888, il y avait la possibilité d'acheter sa blanchitude. C'est-à-dire qu'on pouvait, quand il y a des statistiques... Bien sûr. Non, dès qu'on a de l'argent, on devient blanc, voilà, c'est clair. On peut le devenir. On peut le devenir. Donc, dans 54%, c'est quand même assez faible. Non, c'est les chiffres officiels. Les chiffres officiels. Et sur la question de c'est quoi être blanc, ben justement, on est en face d'une vaste farce parce que finalement, le Brésil nous indique que malgré cette influence très forte de l'Afrique, le racisme est plus vivace que jamais. En plus, ils ont eu la fantaisie de nous dire qu'on pouvait devenir blanc en achetant, en ayant le pouvoir financier d'acheter la couleur. Donc ça nous dit beaucoup. Il existe d'ailleurs un certificat qui ils ont le comptage. Oui, ils ont essayé ça avec les États-Unis et ça a marché. Hein. En l'an 2000, il y a eu un recensement. On a demandé pour la première fois aux gens de se classer et ils se sont classés. Donc les Américains ont perdu près de 2 millions de personnes qui se sont déclarées blancs ou bien métis, je ne sais quoi, alors qu'ils faisaient partie du groupe des Noirs. Et les Afro-Américains sont passés de 15 millions à 13 millions de personnes, 12-13 millions de personnes. Donc voilà le cinéma auquel on assiste. Alors je reviens à Madame Privat qui a fait venir, qui a invité, parce que M. Lasconi est l'invité du CNR cette année, dans le cadre des journées de l'Afrique. On n'a pas le mois de l'Afrique comme en Guadeloupe, mais vous avez institué depuis 2 ans, c'est la 2e édition. Alors, c'est la 3e édition, plus exactement. Okay. Mais c'est vrai que on va dire que les projecteurs ont été braqués sur cette manifestation à partir du moment où on a fait le grand village, avec justement des invités, des conférenciers, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'on a été visible. Mais ça avait commencé il y a 3 ans déjà. Ok. Alors pourquoi des journées de l'Afrique? Alors pourquoi les journées de l'Afrique? Eh bien parce que nous sommes rendus compte que nous avons besoin de cette information. Nous avons dans les statuts du CNR, justement cette mission de lutter contre la falsification de l'histoire. Et la falsification de l'histoire entraîne tout un rejet, justement, par les afrodescendants, on va dire, de cette africanité. Donc, nous faisons des manifestations dans ce sens-là pour redonner à l'Afrique sa grandeur au niveau de nos enfants, surtout de nos enfants. Changer les représentations. Et donc, dans nos manifestations, nous invitons des personnes qui vont justement déconstruire cette histoire qu'on nous a servi, qu'on nous sert toujours, qu'on sert à nos enfants. Et c'est très important parce que lorsque nous voyons nos enfants, notre jeunesse, est complètement en perte de repères, on se dit, alors moi j'étais dans l'enseignement, donc je voyais ça de près, ça me touchait. Ça me touchait de voir une enfant à la peau noire dire je veux devenir blanche, je veux que ma mère m'emmène dans un pays froid parce que ma peau va s'éclaircir, ou tout ça, mais qui était vraiment complètement, ça devient un trauma. Tout à fait, c'est traumatisé par ça, et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de réagir. Je me suis dit qu'il y a un travail à faire. Et donc, depuis que je suis au CNR, alors j'avais déjà constaté ça avant, mais depuis que je suis au CNR, c'est vrai que c'est aussi la mission du CNR de travailler en ce sens. Et on aurait tellement vu. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en 2015, l'ONU a décrété la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Et donc, il y a eu qu'est-ce qu'on fait, etc. On n'entendait rien du tout, personne n'en parlait.
Et donc il y a un mouvement un petit comité collectif qui s'était intéressé à cela, formé pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on lance pas, tout ça. Bon, ça n'a pas tellement marché. Et le CNR s'est emparé de ce sujet. On a dit, bon, ça fait rien, il n'y a pas beaucoup de temps, mais il faut qu'on lance. Et donc, on est allé dans ce sens-là. Et en janvier 2016, nous avons fait ce lancement officiel de la décennie internationale en Martinique. Alors, mais c'est vraiment le cirque parce que les personnes qui étaient censées recevoir ces informations, la résolution de l'ONU, c'est-à-dire les administrations qui nous gouvernent, etc. Nos responsables, nos élus. Non, personne n'était au courant ou semblait ne pas l'être. On a assez travaillé. Il a fallu qu'on envoie des courriers, des invitations, etc. à ces messieurs, dames. Mais tout le monde nous a ignorés, aussi bien à l'époque c'était le conseil régional et conseil général, le rectorat, la préfecture. Personne n'était au courant et personne ne nous répondait. On a vraiment évacué, l'université nous a reçus. Le recteur a fini par comprendre que c'était important parce que je crois que c'était quelqu'un qui était professeur d'histoire à l'origine. Donc elle a très bien compris l'histoire. Mais voilà, et nous avons aussi travaillé donc avec comme support cette résolution. Et en fait, quand on a décortiqué, on a vu que c'était exactement les mêmes... ce que nous avions dans nos statuts, c'était exactement les mêmes buts, en fait, que la décennie. Oui, en gros, la décennie, donc 2014-2024, c'est ça ? 2015-2024. 2024. Vous voyez, on est presque au bout de cette résolution et nos élus, nos responsables, la France, personne ne prend à bras le corps cette problématique. Mais je vous rappelle que vous pouvez la consulter sur le site de l'UNESCO et ce qui est dit dans cette résolution, c'est que les afrodescendants sont les plus discriminés au monde de par l'histoire qu'ils ont eue, de l'exploitation dont ils sont victimes, et qu'on demande donc à tous les États qui ont colonisé, qui ont aussi introduit déporté ces populations, on leur demande de lutter contre la pauvreté, contre les discriminations, contre le racisme et de permettre que ces populations connaissent justement une sorte de... Enfin, qu'elles sortent de leur... on dit que c'est la population qui est la plus en échec social, mais c'est un échec qui est construit. Je travaille sur une thématique, je vous montrerai comment cet échec, ce qu'ils appellent échec, est construit. Et c'est très important qu'on comprenne qu'on a demandé, c'est une instance internationale qui a demandé à la France notamment, et nos élus devaient être des relais de cette résolution que vous pouvez lire et vous verrez combien elle était, ça aurait été une aide pour tous nos jeunes qui sont à la débandade, qui n'ont pas de travail, qui sont dans les marges, sous les abribus, perdus, qui sont les plus défavorisés, même avec Bac+8. Il y a véritablement un problème que nos élus, que ce pays qui s'appelle la France, qui a utilisé la main-d'œuvre de nos ancêtres, ne veut pas traiter. Donc il est important que vous, de votre côté, vous alliez vous informer pour prendre en charge et forcer peut-être ces personnes à regarder, parce que ça ne sert à rien qu'on nous produise de beaux textes et qu'il reste lettre morte. Donc on a résolution du secrétariat de l'ONU, etc. Alors le mois de l'Afrique a quand même été parti des États-Unis, puisque c'est un Africain-Américain, un historien dans les années 20, 1920, parce qu'on est déjà un siècle après, donc qui s'est aperçu en fait que dans les manuels, que en fait toutes les représentations c'était pour les blancs, c'était les blancs, c'était etc. Et puis on connaît l'histoire de la ségrégation aux États-Unis. Et donc c'est lui qui a lancé dès le départ un mouvement pour que l'on puisse être nous aussi là où il fallait. Et mais ça a changé au fil des années. Donc depuis ces années-là, et puis je crois que vers 1976, le gouvernement américain
s'est emparée de l'affaire. Elle a dit oui, c'est juste, c'est très juste qu'on fasse ça et tout. Alors nous sommes un petit peu à la traîne parce que les pays de la Caraïbe, la Jamaïque notamment, avec Bob Marley, parce que Bob Marley, en plus, mais comme il est né en février, en fait, ça tombe très bien parce qu'en fait, il combine les deux événements et donc Trinidad, etc. Tout ça, tout le monde loue l'Afrique de plus en plus. Oui, et puis même au Venezuela, dans certains pays d'Amérique centrale, ce sont des traditions instaurées et pourtant les discriminations sont fortes. On ne comprend pas pourquoi la France a autant de mal avec tout le baratin qu'on nous sert, excusez-moi chers téléspectateurs, qu'on vient nous dire qu'on est dit franco-français et que beaucoup d'entre nous se croient plus français que les Français eux-mêmes. Vous avez une histoire, vous venez de quelque part. Il est important d'arrêter ce cinéma-là pour fixer les choses. On peut très bien collaborer avec une puissance coloniale qui fait ses affaires et à côté de nous, on est entremêlés à des choses qui ne servent pas nos intérêts. La preuve, regardez l'état de notre jeunesse. Mais alors, Madame Smeralda, je vous interromps, mais nous avons assisté à quelque chose d'aberrant il y a quelques mois. C'est ce qui s'est passé en Guadeloupe lorsque des Guadeloupéens ont voulu créer une école et croyant bien faire, une école panafricaine. Et là, vraiment, la réponse apportée à cette demande, c'est une catastrophe. Oui, et puis on a traité l'association de sécessionnistes. On va en parler tout à l'heure. Monsieur Lasconi, vous avez dit qu'il y a un précurseur à ce mouvement de réparation. Donc, c'est vrai que les États-Unis ont relayé cette préoccupation, mais je sais, à travers ce que j'ai lu, qu'il y a eu des liens entre les Africains-Américains et les Africains du continent notamment du Nigeria. Est-ce que vous savez un peu comment tout ça s'est articulé? Oui, bien sûr, parce que en fait, il faut dire que l'élite africaine des pays dits anglophones, c'est-à-dire Nigeria, Ghana, des gens comme Kwame Nkrumah, Nancy Azikiwe, ont étudié aux États-Unis. Donc la connexion était déjà faite dès le départ. N'oubliez pas que 2 des chefs d'État, pères d'indépendance des pays comme le Malawi et le Kenya, je parle ici de Jomo Kenyatta, de Hastings Kamuzu Banda du Malawi, ont vécu dans la maison que Marcus Garvey a achetée. Donc la connexion était déjà établie depuis cette époque. Et deuxième exemple qu'il faudrait aussi citer, il y a 122 ans, lors du premier congrès panafricain qui a eu lieu à Londres, il y a quand même un afro-descendant, un haïtien, Benito Sylvain, qui était à la fois le représentant de l'Éthiopie et de la République d'Haïti. C'était déjà en 1920? Non, en 1900. 1900. Donc il y a 122 ans. Quand on parle du mouvement panafricaniste, c'est la première rencontre, le premier congrès avec ce que Marcus Garvey a écrit. C'est de l'école qu'il avait fondée. Oui, et aussi la compagnie maritime de l'Étoile Noire, la Black Star Line. Voilà. Mais surtout son Mais ça, c'était sur le plan du développement de l'industrie. Mais sur le plan de l'école, puisqu'on parlait aussi, de l'éducation, effectivement. C'était l'UNIA, Universal Negro Employment Association. Donc, il y a un livre qui est traduit en français, par Amama Zama, qui raconte, et c'est très intéressant de lire le projet de Marcus Garvey concernant l'enseignement, la scolarisation et la formation des peuples africains où qu'ils se trouvent. Ça n'est pas parce qu'on ne vous parle pas, parce qu'on fait blocus dans l'enseignement national sur ces connaissances qu'elles n'existent pas. Vous serez très étonnés de découvrir la somme incroyable de documents d'une très grande qualité, à partir desquels moi-même je travaille pour mes recherches, qui existent mais qui ne sont pas connus ou qui ne sont connus que de manière un peu initiatique, parce qu'il faut aller un peu dans la marge, mais quand vous y allez, eh bien ça n'est plus du tout la marge, c'est puissant, c'est passionnant, et Monsieur Lasconi fait partie des gens qui nous donnent beaucoup de documents. Pourquoi, donc vous avez expliqué un petit peu, pourquoi les DVD plutôt que les livres? Parce que j'ai un souci de vulgarisation, je suis quelqu'un de pressé. Vous savez, certains pays où le taux de scolarité ne dépasse pas les 20%. L'image est plus facile, on peut facilement interpréter une image, mais pour celui qui ne sait ni lire ni écrire,
lire un bouquin, c'est compliqué. Le livre est plus réservé à celui qui est lettré. Et, tandis que nous avons des localités entières où les gens ne savent ni lire ni écrire parce que tout simplement, il n'y a pas d'école. Parce que généralement, l'interland, c'est un peu le lieu délaissé par l'État, surtout dans les pays dits du tiers-monde, pas seulement en Afrique, mais dans d'autres pays, on le voit, que c'est dans l'arrière-pays où les gens lisent le moins, parce qu'il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'infrastructure. Pour leur permettre d'élever leur éducation, ben, je me suis dit, la meilleure façon d'apporter cette connaissance à mon peuple, c'est de faire des films. Et surtout, l'avantage d'un film, c'est qu'un film projeté peut être vu par des milliers de personnes. Un livre, ce sont des individus. Donc, mais c'est très important, le livre. C'est parce que c'est grâce au livre, c'est en lisant que je peux découvrir ces destinations. Et donc, ces deux se complètent. C'est très important. C'est pour cela qu'il y a des médiathèques. Et moi, mon objectif, justement, c'est de créer une sorte d'encyclopédie des villes africaines en images. J'ai déjà commencé à le faire, mais j'ai une collection qui s'intitule Le Démémoire. Mon avant-dernier film, c'est ce DVD que j'ai fait sur la Martinique. Oui, voilà. Et figurez-vous que la Martinique est une petite île, mais il m'a fallu quand même plus de 15 ans pour réaliser ce film, parce que je ne fais pas les choses au hasard. Il a fallu prendre du temps, fouiller, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Sur la Martinique, j'ai à peu près 60 heures de film. Je suis du continent, mais je viens en Martinique, pas seulement quand il faut intervenir, mais aussi pour faire de la recherche. Et donc, j'ai eu à découvrir des choses qu'on n'enseigne même pas aux Martiniquais. Je suis outré de voir qu'il y a des Martiniquais qui ne savent même pas où se trouve le canal dit des esclaves. Parce que n'importe quel ingénieur en génie civil, lorsqu'il visite cet ouvrage d'art, la première des questions qu'il se pose, mais comment ceux qui l'ont construit ont fait à une époque où la technologie était très pauvre? Il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas de marteau-piqueur puisqu'il n'y avait pas d'électricité. Et ils ont construit un canal qui va du bas en haut, et ce canal est encore fonctionnel. Donc, les Africains ont aussi apporté la modernité dans ces pays de déportation. Parce que c'est eux qui ont travaillé. Oui, non, absolument. Non, mais en plus, il y a des traces, hein, des traces écrites qui montrent mais malheureusement, le génie technique dont ils étaient porteurs. Mais sinon, on ne les aurait pas emmenés ici. Non, mais c'est vrai qu'on a très, très rarement mis l'accent sur les compétences des Africains, mais les Africains américains, parce que c'est dans leurs ouvrages que j'ai trouvé la trace de cette explication qui disait qu'on les triait en fonction, bien sûr, de leurs compétences. Ici, on nous dit qu'ils étaient déjà esclaves chez eux, donc on n'a fait que continuer la pratique. Et c'est très dangereux d'aller, de continuer à penser de cette manière-là. Donc, renseignez-vous quand vous êtes justement en quête de vous-même pour savoir que, d'ailleurs, même Schellcher, avec tout ce qu'on a à lui reprocher, il a écrit un ouvrage, un petit ouvrage sur les compétences des esclavagés martiniquais, enfin qui étaient en Martinique en tout cas, et vous serez étonnés de tout ce qu'ils ont fabriqué, inventé des moulins, des choses qui permettaient justement, eh bien, aux colons d'être les exploiteurs qu'ils ont été, puisqu'ils avaient la technique qu'il fallait pour ça. Alors donc, on a dit que vous êtes chercheur pluridisciplinaire, historiographe, et que vous produisez, donc pas des livres, mais plutôt des supports. Je crois qu'il y en a des centaines, c'est ça? Oui, j'en ai fait 57 exactement, 57, mais j'ai des milliers d'heures de films. C'est simplement parce que je ne suis pas quelqu'un qui tend la main, je suis un nègre affranchi, parce que la main qui donne, c'est la main qui ordonne, donc je ne souhaite pas être sous la tutelle d'un quelconque mécène. Je préfère, par mon effort, produire mes propres documentaires pour ne pas être... Donc, mais on n'a pas de trace dans les commerces d'ici, donc pour avoir vos films, il faut vous écrire. Non, pas du tout. Aujourd'hui, avec un site, il y a la vente en ligne. Et Amazon s'est fait une réputation grâce à la vente en ligne. Donc, j'ambitionne d'être un concurrent. Et votre site s'appelle? C'est Nizim Lasconi, univers.com. Univers.com. Donc, voilà. Vous avez, pour avoir, déjà voir les thématiques qu'il aborde, c'est très vaste. Et sur chaque thématique, il y en a une aussi sur les reines et reines d'Afrique et sur la femme noire, etc. Donc c'est très important. Les thématiques sont abordées de manière, on va dire, c'est de l'anthropologie vivante.
Hein? Voilà, il y a de l'histoire, mais il y a aussi un lien, une explication de culturellement ce que signifiait ce que les pratiques, etc. Et c'est dans ce sens-là que je vais demander à Madame Privat pourquoi avoir choisi donc les thématiques qui ont été celles de cette édition 2022 qui portait sur le vêtement. Qui portait sur l'esthétique et la cosmétique. Voilà. Donc on avait englobé dans l'esthétique tout ce qui était vêtements. Oui. Et puis, alors moi je pensais que c'était intéressant que de plus en plus de personnes en fait s'habillent avec des vêtements. Alors souvent le wax qu'on n'a peut-être pas eu le temps de traiter en profondeur et qui disent on est habillé en tissu africain, tout ça. Donc il y avait à démystifier un certain nombre de choses sur le vêtement. Et puis dire que le wax n'est pas un tissu africain. Tout à fait. Et depuis l'année dernière, lorsqu'on a commencé les conférences, en fait c'était par exemple l'année dernière il y avait eu l'origine africaine de la médecine, puisque en fait on croit, et nous dits français, hein, nous croyons que tout, c'est les Blancs qui ont inventé, etc. Et donc, ils nous disent qu'ils ont tout inventé. Ils le disent. Et nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on s'acharne justement à déconstruire ça. Et dans la tête des gens, il faut absolument remettre les choses à leur place. Et donc, que ce soit le vêtement, que ce soit les châteaux, que ce soit la médecine. L'année dernière, on a appris énormément de choses avec docteur Doubacholo qui a fait quelque chose. Il a écrit un ouvrage. Il a écrit un ouvrage dessus. Donc, moi, je pense qu'il y a comment dirais-je, exploiter toutes ces ressources que nous avons à travers que nos chercheurs nous voilà, plus en plus, oui. Voilà. Donc le vêtement, parce que mon métier en fait m'a porté à cela puisque j'étais enseignante dans le domaine de l'habillement et que aussi il y a le mythe, on va dire, de l'Africain était tout nu, vivait nu, etc. Et donc, il fallait qu'on explique aux gens, donc qu'on montre justement les vêtements, les extraordinaires vêtements. On a pu voir des images magnifiques de personnes, effectivement, d'un certain rang, mais avec des vêtements, des bijoux, des pierres, et puis on est le bijou. Oui, bijou, parce qu'il y a aussi une vision un peu étriquée d'Afrique qu'on utilise au singulier, mais... en fonction des régions, il y a des régions où les gens ne portaient pas de vêtements, mais ça ne signifiait pas qu'ils étaient nus. Mais ça existe encore aujourd'hui. La question, c'est quel rapport on a à la nudité et est-ce que ça nous sert de nous dire que l'Afrique, ils étaient tous habillés ou pas? C'est pas un souci, ça. Ce que nous cherchons, c'est la vérité anthropologique. Et la vérité anthropologique nous dit qu'il y a des régions où les gens sont habillés et ils paraissent nus aux yeux des Occidentaux, parce que la nudité, c'est un concept inventé par eux, pour eux, qui viennent d'un pays froid. Mais les Africains, dans certaines régions, ne portent pas de vêtements, mais ça ne signifie pas qu'ils soient les incivilisés pour lesquels on les fait passer. Et c'est l'ignorance des Occidentaux, un regard qui est complètement pas éduqué, qui a dit beaucoup de bêtises. Je peux vous le dire, ça fait des décennies que je parcours leurs ouvrages et je suis stupéfaite de voir que ce sont ces gens-là qui nous ont dit, qui nous sont supérieurs en termes d'analyse, en termes de manière d'appréhender l'autre. Ils en ont fait un monstre d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui qu'on a du mal à déconstruire. Le noir pour le blanc, c'était un monstre. Et toutes leurs activités, leurs spéculations intellectuelles consistaient à nous prouver que c'était des monstres. En quoi ils étaient des monstres? Donc, moi, je pense que c'est important de démystifier l'histoire de l'habillement, mais la nudité, entre guillemets, de la manière qu'ont les Africains décrire leur histoire sur leur corps, donne un sens au corps, une présence et une nécessité d'être initié pour décrypter. Ça ne signifie pas qu'ils sont nus, même quand vous avez l'impression de les voir nus. Le corps africain n'est pas à traiter comme un corps blanc. Et puis quand ils ont inventé le nudisme, ils se sont mis tout nus, sans cache-sexe, hein.
se sont mis tout nus et puis ils nous ont dit que c'était une forme évoluée de rapport au corps. Les Africains, ils ont tout. Il y a des vêtements, il y a des pas-vêtements, il y a ci, il y a ça, il y a des caches, il n'y a pas de caches. Oui. Mais ça dépend des régions, des climats, ça dépend d'un tas de choses qui nous demandent de regarder l'Afrique aussi dans sa diversité. Ça ne sert à rien d'essayer de la réduire pour nous dire, pour prendre le contre-pied d'argumentaires stériles, dire non, ils étaient tous habillés, mais ils ont inventé des choses fantastiques depuis l'Égypte antique. Il n'y a qu'à regarder les effigies, les images, les statues qu'on a. Donc, on a des traces de ça. Donc, le premier jour était consacré aux vêtements et le deuxième jour était plus consacré au maquillage et à la coiffure, aux cheveux. Oui. Et notamment, nous voulions mettre en lumière la rébellion, la résistance à travers le cheveu. Et nous avons invité pour cela donc des membres de la communauté Rasta, et qui nous ont fait un très bel exposé sur la douleur, des témoignages sur la souffrance, la souffrance de ce retour, cette prise de conscience qu'ils ont eue, qui ont fait qu'ils ont gardé leurs cheveux. Il ne fallait pas qu'ils coupent leurs cheveux, et en plus, le lien spirituel que ça impliquait, c'est-à-dire que c'était pas simplement on laisse pousser ses cheveux pour être des modèles. Tout à fait, c'était pas une mode. Et donc, il y a tout ce travail à montrer aux gens. Et moi, je suis tellement... j'ai été ravie de les accueillir parce que souvent, ici, il y a une... je ne sais pas si c'est plus en Martinique, il y a des pays où les Rastas sont carrément à part. Dans la marge. Ils sont à la marge. Et ça fait très longtemps que, nous travaillons un petit peu depuis le début avec eux parce que lorsque les pays de la CARICOM, des réparations de la CARICOM ils avaient invité aussi les Boubou Chanty et les surtout qu'ils sont très Ethiopian World Federation et tout ça. Organisés. En Haïti, en Jamaïque, à Saint-Lucie, il y a une grosse communauté. À la Dominique, ils occupent... Absolument. Mais il ne faut pas oublier que même dans la Caraïbe, ils ont pris des coups, ils ont été chassés et tout ça. Parce mais il faut d'abord parler de la Martinique. Mais absolument. Il y en a qui ont été tués ou qui ont été persécutés, qui ont fait de la prison parce qu'ils exhibaient des cheveux dont on ne voulait pas entendre parler ou qu'on ne voulait pas voir. Je voudrais dire quand même que nous avons un intervenant hier qui nous a expliqué que parce que il refusait de se plier pour le service militaire, donc à l'époque, il a fait de la prison. Il a fait de la prison. Il a fait un an de prison ferme. Refus de se couper les cheveux, refus de manger du sandwich au jambon, etc. Refus de manger de la viande. Donc c'est absolument épouvantable. Et puis il y a tout le côté cheveux, coupe afro, etc. Tout ça, ce sont quand même des choses qu'on a besoin de transmettre. C'est l'histoire, c'est notre histoire, elle est récente, elle est relativement récente, mais on a besoin de transmettre ça aux plus jeunes. En tout cas, sur la question, je pensais intéressant de dire qu'on n'est pas dans des modes, il ne faut pas commercialiser ce mouvement de retour à ses cheveux, il faut considérer qu'on redevient, on se recivilise et que la question du cheveu, telle que moi je l'avais lancée dans les ouvrages, et je vois qu'il y a des dérives commerciales, ça me peine beaucoup parce qu'en fait, il faut se réapproprier, accepter ce qu'on est, le magnifier et puis s'occuper de son pays. Parce que nous, on est dans les cheveux un matin, midi et soir, dans les ongles. Il faut arrêter. Nous avons un pays qui nous attend, qui nous demande de nous occuper de lui parce que la nature a horreur du vide et il y en a qui sont déjà en train de le combler d'une façon qu'on ne pourra pas, défaire. Donc, soit nous sommes dans la savane ou dans le canal ou dans la mer très bientôt, si on ne se bouge pas. Donc, accepter son corps, le magnifier, lui donner les soins que la civilisation d'où nous venons nous a donné, donc faire ça et puis nous occuper politiquement. Néanmoins, c'est très important parce que c'est la prise de conscience
c'est pour l'estime de soi. C'est-à-dire que oui, c'est ça le travail. Voilà, parce que certains pourraient dire que, il parle de vêtements, il parle de cheveux, il parle d'esthétique, etc., que c'est futile. Non, ce n'est pas futile, c'est profond, parce que les personnes ont besoin de cette reconnaissance. Mais dans l'Égypte antique, qui était la civilisation, celle qu'on connaît n'est pas la plus vieille, mais la plus élaborée. La plus élaborée. Le vêtement, l'esthétique, j'ai pris du temps à l'expliquer dans mes ouvrages. La question de l'esthétique et du vêtement occupe une place capitale. Pourtant, c'était une civilisation qui a tout connu, toutes les techniques, tous les savoirs intellectuels, etc., etc. Bon, donc ça c'est important. Vous avez choisi donc de mettre à l'honneur ces thématiques, et pour cela, Monsieur Lasconi a fait 2 interventions. J'en ai fait 3. Non, sur la question de l'esthétique et du vêtement. J'en ai fait une sur le batik, non, pas sur le batik, sur le tissu africain. Sur le tissu africain. Faso d'Anfani, le Bogolan, le Kita en Côte d'Ivoire, le Kente au Ghana, le Raffia, aussi les tissus faits à base d'écorce d'arbre. D'écorce d'arbre, oui. Ça revient à la mode, c'est très... Oui, le bambou, on le fait avec le bambou ici. Et puis, la deuxième, c'était quoi? Non, j'ai commencé par le mystère des égrégores. C'était non, là on va y venir, mais sur la question des thématiques... Ah oui, c'était sur le maquillage. Le maquillage, mais j'avoue que c'était pas le sujet que je voulais vraiment traiter, mais je suis un invité discipliné. L'invité ne doit pas être embarrassant pour son hôte, donc je me suis exécuté Et finalement, après le témoignage de Ras Daniel, qui est un rastafarien de la Martinique, qui a été bouleversant, je crois qu'il a fait couler quelques larmes dans la salle, et je me suis senti obligé de faire un exposé sur le rastafarisme, parce que c'est un sujet que je traite depuis plus de 30 ans. Il faut aussi dire que c'est grâce au reggae que je suis venu à la conscience et à la connaissance, parce que enfant, l'école n'était pas ma tasse de thé. Mais lorsqu'on écoute des textes de qualité comme ceux de Burning Spear, Christopher Colombo, etc., on finit par s'intéresser à l'histoire, et surtout Lytton Kwesi Johnson, parce que les grands poètes afro-caribéens de la dub poetry ont été vraiment des références majeures pour moi. Et ça, je crois que des hommes comme Mouta Baruka, et là, je me suis dit, non, mais là, il faut bosser, parce que déjà, pour maîtriser l'anglais, il fallait aller à l'école. C'était le seul canal par lequel je pouvais vraiment bien apprendre l'anglais, et par la suite, ça m'a poussé aussi à voyager à travers la Caraïbe. Sur 52 îles, j'en ai fait 38, caméra en main. J'y ai également enseigné. Saint Kitts et Nevis, en tant qu'État, m'a invité, m'a honoré lors de la Slave Route Project que cette île, cet archipel, justement, a guidé. Ça a donné, a piloté plutôt, et ça a donné un DVD qui s'intitule L'Afrique impériale, raconté aux Afro-descendants. Et je peux vous assurer que lors de mes interventions, aussi bien à la University of the West Indies ou à la Red Cross Building à Nevis, ça a fait sensation. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à ouvrir ma boîte à outils, c'est-à-dire ma base de données, qui est la 14e base de données privée sur le monde noir. C'est-à-dire que je suis 14e au monde à disposer d'une telle base de données. Et je peux vous assurer que lorsque j'ai montré ce que l'Afrique a été et encore aujourd'hui, parce que certains disent que c'est une Afrique mythique. Je dis non. Djenné, Tombouctou, Gao, ce sont des villes habitées. Figurez-vous que la ville qui compte le plus de bibliothèques au monde ne se trouve pas en Asie, en Europe ou en Amérique, mais en Afrique, c'est Tombouctou, où l'analphabétisme était châtié, où les métiers les mieux rémunérés étaient enseignants et libraires. On venait du monde entier. Ça, non, c'est pas qu'ils venaient, ils venaient mondiaux, parce que la ville était même interdite. Et vous avez des hommes comme René Caillé, français, qui est venu mendier la science à Tombouctou. Vous avez Gordon Lang, Oscar Lenz, il y en a beaucoup, on pourrait les citer, mais ça, ce sont des choses que je souhaitais dire justement aux Martiniquais, qu'ils sachent que le pays de leurs origines, enfin, en tout cas, pour ceux qui se considèrent afro-descendants, qu'ils sachent que l'Afrique est une terre de civilisation qui a mis au monde des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes dans un débat très embarrassant pour l'Occident, parce que le récit colonial est en train de se fasser tout seul,
avec l'histoire de la restitution. Il se fissure. L'histoire de la restitution des biens culturels qui ont été pillés en Afrique, parce que quand vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas, ça s'appelle du vol. Et aujourd'hui, on est en train de les restituer en masse. Vous imaginez-vous qu'au Bénin, il y a plus de 3000 œuvres qui ont été pillées pendant la colonisation et on n'en a reçu que 26. Et à chaque fois qu'on restitue, on doit voter une loi pour chaque objet. Mais les Occidentaux ont le sens de l'appropriation. Moi, ce que je demande à nos téléspectateurs, puisque nous avons quand même beaucoup de gens qui sont enfermés dans les modèles, les formatages occidentaux et qui pensent qu'effectivement, c'est le monde blanc, l'Occident, qui a les valeurs, qui a les savoirs. Mais il faut se demander pourquoi un peuple ou des peuples, un peuple que vous trouvez sauvage, pas civilisé, etc., qu'est-ce que ces œuvres d'art ou leurs œuvres d'art font dans vos musées? Et il faut voir quel musée. Il faut voir. Non, mais des musées extraordinaires. Tout est en verre, mais vraiment, même en Allemagne, quand vous regardez les œuvres des Africains dans les musées, des Allemands qui ont considéré qu'effectivement c'était des sous-hommes. Vous voyez, on va parler aussi des égrégores, donc tout de suite. C'est très important que vous ayez votre lecture de la réalité. Si on vous traite comme des sous-hommes, et nous sommes des sous-hommes, parce que la France a refusé d'abroger le code noir. Donc j'ai vu que beaucoup d'entre nous font dièse, comme on dit dans notre langue K. Nous qu'a fait dièse, parce que nous sommes persuadés que nous sommes des quelqu'un. Mais le combat principal, nous ne l'avons pas mené. Le code noir n'est pas abrogé. Et demain, n'importe lequel d'entre eux qui décidera que nous redevenons leurs esclaves, institutionnellement, tout est en place pour que nous continuions, avec une petite interruption de peut-être un siècle et demi, que nous continuions à être leurs esclaves. Faites bien attention. Et puis, développez vos grilles de lecture. Si vous êtes sauvage, si vous êtes non civilisé, si vous n'avez rien apporté au monde, pourquoi des gens qui se prennent si au sérieux ont fait main basse sur vos œuvres d'art et les ont placées dans des lieux sacrés, mais vraiment prestigieux, sacrés, et il faut que vous alliez les voir dans ces lieux-là pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il y a un tel paradoxe que c'est brutal pour même notre besoin de cohésion mentale quand on pense une réalité. Donc sur la question des égrégores, vous savez, ces œuvres d'art, c'était des œuvres sacrées. Ce que les Africains y avaient mis, eh bien c'est ce qu'on va parler maintenant, M. Lasconi, des égrégores, ce qu'ils avaient mis dans ces œuvres d'art, toute cette énergie positive qui référait à leur divinité, qui créait aussi des divinités qui les protégeaient, etc. Les Africains, les Européens les ont emmenés. Et ce sont eux qui en profitent actuellement. C'est très important que vous compreniez pourquoi ils ne veulent pas les céder. Ils vous ont dit que c'est parce que vous n'avez pas de lieu où les mettre. Mais où est-ce qu'ils les ont pris? Où est-ce qu'ils les ont pris? Et puis, pourquoi ils se sont préservés aussi longtemps, Alors, je vous conseille un ouvrage très informatif à ce sujet. C'est Michel Léris. Ça s'appelle L'Afrique fantôme. Après avoir écrit ce livre, il a été banni de la société des ethnologues, etc. Il raconte tout simplement comment les Français qui ont été envoyés en Afrique ont volé, littéralement volé, toutes les œuvres d'art qui se trouvent dans les musées, notamment au musée de l'Homme et aujourd'hui au musée du Quai Branly. Au musée du Quai Branly. D'ailleurs, quand vous y allez là, vous avez mal à l'estomac. Quand vous allez au musée du Quai Branly, vous avez mal à l'estomac. Il y a toute l'Afrique là et vous ne comprenez pas par quel biais ça s'est fait, ça continue et pourquoi ça rapporte autant d'argent. Donc l'Afrique est pillée ici, là-bas, en dedans, en dehors, etc. Et puis nous continuons avec des discours, permettez-moi, à la con, qui ne nous permettent pas de voir et de vivre avec la réalité qui est celle-là. Les gens vous tiennent un discours et par derrière, ou même en vous aveuglant, ils font exactement ce qu'ils veulent
de vos biens, de vos matières premières, de votre intelligence et de tout votre apport, de tout votre génie au monde. Donc faites bien attention aux paradigmes que vous développez dans vos raisonnements qui restent des raisonnements ignorants. Je m'excuse si je vous brutalise. Nous sommes quand j'écoute nos discours, je suis véritablement atterrée. Nous sommes absolument ignorants et vraiment dans un paradigme qui aide justement nos prédateurs à continuer le pillage à tous les niveaux. Donc faites bien attention à ce que vous dites, cultivez-vous, lisez. Il y a des tonnes de choses extraordinaires et si vous n'aimez pas lire, inspirez-vous donc des travaux de Monsieur Lasconi. Donc, Madame Privat, vous avez invité Monsieur Lasconi avant les 2 journées de l'Afrique à parler des égrégores. Alors oui, ça c'est un sujet qui nous tenait à cœur. Depuis l'an dernier, nous avions déjà fait un premier dîner beau-cantage, donc avec les personnes du CNR. En fait, nous avions invité quelques personnes qui voulaient échanger sur ce thème-là. Et puis nous nous sommes rendus compte qu'en fait, nous n'avions pas de spécialistes de la question et que nous avions quand même un petit peu tourné en rond dans notre beau-cantage. Donc, nous avons contacté M. Lasconi à cette époque et puis il était prêt à venir, mais bon, il nous avait donné un petit peu ses disponibilités et je me suis dit, mais tiens, comme de toutes les manières, on le fera venir pour les égrégores, autant le faire venir au moment du mois de l'Afrique, comme ça on fera d'une pierre deux coups. Voilà pourquoi il est là. Alors, M. Lasconi, je le connais, je l'ai rencontré ici en Martinique il y a déjà quelques années. Et puis, mais par l'intermédiaire de Jaïm Mountouka, donc, qui est mon fils, donc on continue quand même à tenir, être en lien, quoi, en relation. Et voilà, je pense que lui aussi, je le considère comme un grand frère pour Jaï, donc qui a écrit lui-même, qui s'est lancé dans l'écriture en faisant un livre qui s'appelle Francotomie, une amputation vitale en période de guerre. Donc, voilà. Que M. Lasconi connaît. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui, c'est un petit Lasconi en puissance. Hein, qui il est un grand plutôt, parce qu'il est grande taille. On lui souhaite de continuer dans l'écriture parce qu'il a une vision absolument panafricaniste. Et il a commencé d'ailleurs par un documentaire avant d'écrire. Oui, il a fait Nègre, c'est quoi Nègre Martinique, en pep en bas, colonisation. Voilà, en bas colonie. Oui, enfin, l'état colonial, en fait. Voilà, un texte. Alors, voilà, Monsieur Lasconi, donc vous avez répondu présent à cette invitation à parler des égrégores. Oui, à parler des égrégores, mais aussi d'autres choses, parce qu'il faut expliquer aux Martiniquais et à d'autres peuples d'ascendance africaine pourquoi tel monument a été placé à tel endroit, pourquoi celui-là a été déplacé. Parce que figurez-vous que l'Égypte a failli se faire vider de ses obélisques. Et un obélisque, c'est quand même un mégalithe qui est taillé sur une pierre, donc c'est pas du racolage, c'est vraiment une pierre, et c'est lourd, ça pèse des tonnes. Pourquoi, à une époque où l'avion n'existait pas, les Européens se sont donné tant de mal à déplacer ces mégalithes vers l'Europe? Il y a eu une exposition, je crois que c'était en 2016, si je ne me trompe pas, au musée de l'Homme, au musée de la Marine plutôt, à Paris, où on a expliqué comment ces obélix, notamment celui qui est à la place de la Concorde, a été emmené en France. Donc, Paris n'a pas accès à la mer. Comment on a fait pour l'emmener? Parce que l'avion n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des avions cargo, mais le plus grand scandale des obélisques, c'est surtout celui de Rome. L'obélix d'Axum, que j'ai suivi du début jusqu'à la fin, puisque l'obélisque a été volé en 1936 lors de la seconde tentative de colonisation italienne en Éthiopie, donc encore défaite évidemment des Italiens, mais ils sont parvenus à s'emparer d'un obélisque, ce qu'on appelle l'obélisque d'Axum, qui a un sommet ovale. Et celui-ci a été restitué en 2005 avec le concours de l'UNESCO. Il a fallu que l'UNESCO fasse appel à la Russie de Vladimir Poutine pour bénéficier d'un avion qu'on appelle un Antonov pour pouvoir ramener cet obélisque à la maison. Et il y a eu une grande fête. Lorsque vous avez tous les clergés de l'église orthodoxe éthiopienne sortir pour célébrer le retour d'un monument,
ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'y cache. Et donc moi, j'ai mené toute une investigation autour de cet obélisque en me rendant à Aksum. Aksum est à 3 jours de route d'Addis Abeba. Oui. Et lorsqu'on arrive à Aksum, on se rend compte que l'obélisque qu'ils ont volé, ce n'est pas celui qu'ils voulaient voler. Oui. Initialement, parce que celui qu'ils ont voulu prendre était tellement lourd qu'il est resté sur place. Et c'est le moins lourd qu'ils ont remporté. D'accord. Voilà. Mais ce que, en fait, vous continuez, vous confirmez que, en fait, toute l'Afrique est dépouillée de tout ce qu'elle a. Oui, pas seulement des biens culturels, mais aussi des monuments. C'est ça que les gens... Donc, en parlant de l'obélisque, je pense que vous savez, chers amis, ce que c'est. Sinon, tapez sur Internet et voyez ce que c'est. Et ces monuments-là, ont excité, ou je sais pas, la convoitise des Occidentaux pour une raison, en tout cas qui ne nous est pas livrée directement, mais comme nous savons leur signification dans les cultures africaines, de l'Égypte antique notamment, nous savons pourquoi les Européens les ont voulu. Et question des pyramides que vous retrouvez aussi dans beaucoup de leur reproduction en Europe, ont ces significations. C'est très intéressant à étudier et voilà des sujets, par exemple, sur lesquels vous pourriez en tout cas, vous faire des recherches parce que vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi il est important que le monde, surtout les Noirs, les Afro-descendants, etc., et le monde aussi, parce que le monde est très ignorant de l'Afrique, vous avez une petite entité qui s'est évertuée depuis presque 2000 ans à dire que les Noirs n'existent pas, qu'ils n'ont pas de culture, qu'ils n'ont rien, et puis pendant ce temps, qu'ils vous aveuglent avec leurs mensonges, et bien derrière votre dos, ils vous dépouillent de tout ce que vous avez. Et voilà comment vous vous retrouvez, grâce aux chercheurs, à découvrir qu'en fait tout cela vous appartenait. C'est très important. Donc le travail de réappropriation est d'abord passera par la connaissance. Monsieur Lasconi, est-ce que vous pourriez expliquer à nos téléspectateurs ce que sont les égrégores? Pourquoi on utilise ce terme-là? Qu'est-ce qu'il véhicule? Bon, je pense que techniquement, l'égrégore est compliqué à expliquer. C'est plus facile d'illustrer pour mieux... pour permettre aux téléspectateurs de saisir. Mais en gros, pour simplifier les choses, je dirais tout simplement qu'il y a des gens qui s'appellent Grégoire. Ce prénom a bien une origine. On parle des chants grégoriens. Hein? Pourquoi on parle de chants grégoriens? Le monde des égrégores, c'est le monde invisible. Je vous donnerai l'exemple très simple pour illustrer, pour mieux simplifier mon explication. Si vous allez au Bénin, à Ouida, le plus grand port négrier, l'un des plus grands ports négriers de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu un curé du nom de Francesco Borgero, qui est venu faire ériger une basilique en face du temple d'Épitan. Or que le Bénin actuel s'appelait autrefois Dahomey, qui signifie dans le ventre de serpent. Donc le serpent est une divinité. Ah oui. C'est un symbole fort, c'est un totem fort. On avait sur les têtes des pharaons. Voilà, d'ailleurs même c'est le symbole qui a été repris dans les pharmacies. Voyez-vous? Oui. Et on est venu y ériger un grand édifice religieux. Et à chaque fois qu'il y a la fête du vaudou, le 10 janvier, tous les 10 janvier, vous avez une messe qui est célébrée pour contrer cette fête. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, il y a des énergies qui sont activées par des gens qui souhaitent nuire à l'Afrique et à d'autres peuples. Donc là, on parle des égrégores négatifs. Oui. Parce que est-ce que, Madame Privat, vous voulez expliquer pourquoi la question des égrégores vous a préoccupé? La question des égrégores nous préoccupe ici en Martinique parce que nous sentons bien qu'il y a des oppositions au travail que nous faisons. Et ces oppositions-là, alors je vais parler un petit peu... Nous sommes entrés dans la sphère du spirituel, hein, chers amis. Donc, quand vous entendez égrégore, essayez de vous délester du poids de vos représentations matérielles et projetez-vous dans quelque chose mais vraiment qui a un rapport avec les énergies, des choses qui ne sont pas palpables, mais qui ont une influence sur nos vies.
D'accord, vas-y. Alors justement, il y a un intervenant l'année dernière qui disait, lorsqu'on essayait de définir le mot égrégore, il disait, dans langue nous, c'est l'esprit. L'esprit. C'est ça, ouais. Et donc c'est un petit peu ça. Et lorsque nous voyons qu'il y a des monuments, des objets qui sont placés à des endroits, etc., que ce soit des objets religieux, etc., ils sont placés de manière, on va dire, à nous impacter, mais inconsciemment. C'est-à-dire que nous ne sommes pas conscients de cet impact. Nous nous trouvons dans leur champ, dans ce champ, et finalement, ça a une action. Ils produisent une énergie qui bloque celle de ce que nous voulons faire. Alors, ce n'est pas anodin. Lorsque les statues, l'année dernière, c'est l'année dernière, enfin, bon, depuis 2 ans, oui, voilà, lorsque les statues sont tombées, c'est pas anodin que les militants ou que les personnes de la résistance, et qui sont aussi des personnes qui nous suivent, qui sont dans la dynamique des réparations. C'est pas anodin. C'est parce qu'on sait bien qu'il y a un certain nombre de choses à faire tomber. Alors, si vous voulez, ce qui d'abord, je veux souligner une chose que je trouve vraiment très extraordinaire, c'est que quand on est chercheur, on a des objets, ce qu'on appelle des objets, qu'on essaye à travers des paradigmes d'analyser. Et puis, quand on a trouvé des réponses, etc., on les consigne dans des livres quand on écrit. Monsieur Lasconi a son paradigme, il a ses objets, l'un de ses objets sont les égrégores, mais il ne décrit pas dans des livres, il vous montre à travers des images, donc je pense qu'il y a un DVD au moins qui le montre, il vous montre comment sont placés dans l'espace, comment l'espace est habité. Nous sommes dedans, nous prenons la voiture, nous roulons sur les routes, nous allons dans les forêts faire des marches, nous allons à la mer nous baigner, et puis on a l'impression que l'espace est là, quoi, qu'il est posé comme ça, et qu'il n'est pas habité par une volonté des dominants de le contrôler. Et cet espace qui est contrôlé, en fait, recèle d'un certain nombre de symboles qui sont des symboles placés à des endroits clés, de manière à ce que lorsque l'énergie qu'on vise, surtout quand elle est négative, si elle est contre vous, si elle est pensée contre vous, cette énergie négative va influer sur vos pensées, vos actions et puis vos décisions. Donc il y a des manières d'abord de prendre conscience de ces énergies, et monsieur Lasconi fait ce travail-là. Il vous le montre en image, il vous montre que c'est très souvent au bord de points d'eau, sur des hauteurs, et il y a beaucoup de symboles religieux chez nous. Regardez bien quand vous parcourez la Martinique, la somme de grosses croix que vous avez dans les hauteurs, sur les collines, ce que nous appelons sur nos mornes. Et regardez les représentations de la Vierge Marie. Notre petit territoire martinique est vraiment quadrillé, organisé, de symboles religieux placés à des endroits qui ne nous interrogent pas, parce que nous manquons de ce savoir-là. Eh bien, ce savoir-là, il existe désormais. Je vous conseille très vivement de regarder sur Internet toutes les vidéos. Après, vous ferez une idée, mais vous verrez aussi ce que fait M. Lasconi quand vous aurez son DVD. Regardez ce que signifie d'abord le terme en soi. Vous entrez dans l'univers du spirituel et vous allez vous retrouver en face de deux entités, soit positives, soit négatives. Et l'égrégore positive, c'est celle-là que nous essayons de constituer en nous réappropriant notre histoire et en faisant émerger de nouvelles têtes qui vont prendre la relève aussi, parce que ça c'est important. Mais vous avez des gens qui agissent contre vous et qui ont des égrégores qui sont nos ennemis ou vos ennemis, et ces égrégores sont négatifs. Ils sont au service de ceux qui les ont créés contre vous. La question, c'est comment nous habitons l'espace.
Il y a beaucoup de gens. Tout à l'heure, M. Lasconi a dit que beaucoup de Martiniquais ignorent comment les choses sont fabriquées ou comment le canal des esclaves. Mais il y a c'est aujourd'hui qu'avec le tourisme intérieur, on découvre le pays. Mais je peux vous dire que l'ignorance du pays Martinique, de sa géographie, de sa population, de tout ce que vous voulez, est très grande dans une part importante de notre population. Donc, les gens qui vous contrôlent n'ont pas de mal à semer des égrégores, justement, qui sont destinés à neutraliser vos désirs de vous approprier cet espace. Est-ce que vous avez compris que nous n'avons pas, le pays Martinique ne nous appartient pas? Pourquoi, après quand même 300 ans, peut-être un peu plus, pourquoi nous ne sommes pas maîtres de ce pays-là? Parce qu'il y a des entités aussi qui font tout pour que vous ayez envie de partir, pour que vous ayez envie d'aller chercher la vie ailleurs. Et pendant ce temps, eh bien, on développe des supermarchés, des surfaces, etc. Et puis on vous met ce que nous appelons dans notre langue des bois corés. Donc à longueur de journée, vous êtes en face de ces bois corés que vous ne voyez pas parce que vos yeux ne sont pas dessillés. Mais ils le seront quand vous aurez envie d'accéder à la connaissance, et vous avez des gens qui sont là pour vous la donner. Alors monsieur, ce que j'ai trouvé, c'est un réservoir d'énergie, égrégore, c'est positif en fonction de la qualité des pensées qui les créent. Et surtout de la quantité des gens qui l'activent. Voilà, la quantité. Et puis c'est négatif en fonction aussi du projet de ceux qui les créent contre vous. Et je souhaitais donner un exemple. Okay. Il y a des pays en Afrique où il n'y a pas beaucoup d'écoles, mais où on investit des milliards pour ériger des édifices religieux. Je ne voudrais pas citer certains pays pour ne pas me mettre les dirigeants à dos, mais lorsque vous voyez qu'un chef d'État est prêt à endetter son pays pour ériger une mosquée ou une cathédrale qui coûte des milliards même à l'entretien, alors qu'à côté il n'y a pas d'hôpitaux, ben, il faut se poser des questions. Mais nous sommes dans une situation qu'on connaît. Toutes les restaurations d'églises chez nous coûtent des milliards, alors qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans 3 tôles et qui ont besoin de... Non, mais il y a des choix qui sont faits. Et aussi la nomination des lieux, parce que n'oubliez pas que les îles de la Caraïbe ont des noms originaux. Si nous prenons par exemple le cas de Sainte-Lucie, le vrai nom de Sainte-Lucie c'est Ianola, qui signifie le pays des iguanes, la terre des iguanes. Si vous prenez la Dominique voisine, c'est Waitakubuli, qui signifie grand et son corps. Vous prenez l'île d'Antigua. Oui, vous prenez... Martinique, non, mais Martinique, vous connaissez déjà, donc inutile de s'y attarder. Oui. Je voudrais essayer de citer les exemples des pays, en tout cas des îles. Ben, nous savons, mais notre peuple ne sait pas. Oui, mais je pense que... La Guadeloupe, c'est Karukéra. Voilà, Madiniaka. Bon. Mais et surtout que la Guadeloupe a une île sœur qui a le même nom, c'est Wally. Wally, c'est le nom original de l'île de Nevis, qui signifie l'île aux belles eaux, comme Karukéra. Mais ça, ce sont des choses à savoir. Oui, ça veut dire que les égrégores sont partout. Les noms sont des égrégores. La culture, enfin, ce que nous mettons en branle, sont des égrégores. Et nous portons des noms qui ne sont pas les nôtres d'origine. D'accord ? C'est le plus puissant égrégore négatif que nous ayons. Et c'est très difficile de se débaptiser. Vous savez pourquoi? Sur le plan de la stabilité identitaire, etc., eh bien, les gens qui arrivent à se débaptiser sont vraiment des gens qui connaissent et qui sont décidés à sortir de cet égrégore du nom qui n'est pas le leur. Donc il y a des cérémonies du nom, des gens qui sont baptisés et qui vont chercher aussi à travers leur ADN de quelle origine africaine ils sont. Donc il y a un travail qui se fait, il est lent, il n'est pas connu de tout le monde, on est presque dans une sphère d'initiés. C'est très important qu'on comprenne ça. Donc la question des égrégores, il y a aussi des égrégores politiques, et j'ai lu quelque part que quand Sarkozy s'est présenté à l'élection des présidentielles, il y a eu une poupée
qu'on a utilisé, une pratique qu'on utilise dans le vaudou, une poupée qui circulait et qui pour l'empêcher, etc. Et il a tout fait pour qu'on détruise cette poupée. C'est parce que pour lui, c'était des égrégores. Et quand vous étudiez, vous allez plus à fond dans cette problématique, vous allez voir qu'il y a des égrégores politiques, que tous les hommes politiques les utilisent, tous les hommes politiques les connaissent, qu'ils soient dits civilisés ou etc. Tous les hommes politiques, toute la sphère du pouvoir a recours à ces égrégores parce qu'il s'agit d'énergie effectivement qu'on met en branle pour réussir. Et par exemple sur le plan politique, on vous explique que voilà, on va solliciter vos voix, vous serez des milliers voire des millions à adhérer à un programme soi-disant, vous allez oublier le programme, adhérer, donc à soutenir un candidat qui va littéralement absorber toute votre énergie, qui va se faire élire et qui aura oublié le programme pour lequel il vous a demandé vos voix. Et vous voyez, vous allez être ceux-là qui seront des fournisseurs d'énergie, qui vont faire réussir des gens qui ont des projets, qui vous laissent sur le carreau parce que vous n'êtes pas de leurs préoccupations. C'est très intéressant à analyser. Donc, Monsieur Lasconi nous a montré donc, des images. Alors, je vous ai dit qu'il est très dans son approche d'objets paradigmatiques. Eh bien, il travaille sur l'architecture. Et au lieu d'avoir des objets mous, etc., lui, il a des symboles, des formes architecturales dans le paysage, dans le monde qu'il a parcouru, et il vous explique, il les met en opposition, les compare, etc. Et il fait exister comme ça une réalité que vos petits yeux, nos petits yeux non cultivés, ne verront pas. Mais il vous les fait voir parce que son travail consiste sans mots, peut-être que les mots sont compliqués, Lasconi, sans mots, Lasconi nous révèle, donc c'est une forme d'anthropologie qui est absolument unique, je crois, je ne connais pas d'autres, et il faut prendre le temps de découvrir le sens de son travail. Moi qui suis chercheur, je l'observe et je vous avoue que je connais les méthodes des chercheurs et je vous avoue qu'il est d'une très très grande originalité parce que le savoir qu'il délivre, vous ne pourrez pas l'avoir autrement, ni autre part, parce que c'est précisément tout ce que le système dominant vous cache et qu'il vous révèle par la lunette de sa caméra. Voilà. Donc ça vaut le coup d'aller voir ses travaux. Qu'est-ce que vous en dites ? Je ne peux que me féliciter de cet éloge à ma petite personne, parce que quand on sait qui vous êtes, ce que vous avez pondu comme œuvre et faire cette appréciation sur moi, je ne peux que quitter la Martinique le cœur léger. Il est modeste, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, dans nos pays, nous n'avons pas appris à avoir prise sur notre environnement. Nous ne le connaissons pas. Donc, comme je vous l'ai dit, on est dans sa voiture, on fait les routes, on prend de préférence ce qu'on appelle l'autoroute ici, ce qui est aussi une aberration, qui est à peine une nationale, qui est un petit tronçon de quelques kilomètres. Enfin, voilà, en dehors de ça, demandez aux gens de vous indiquer les adresses, demandez-leur où se trouvent les choses, comment ça s'appelle. On va vous dire, allez près de la petite boutique, après tout, voilà, continue. Ou bien on vous prend et on vous dit, venez, je vous emmène. Quand vous dites qu'on pourrait gagner du temps en essayant de décrire, d'expliquer, il n'y a pas les mots. Parce que c'est une culture. C'est une culture qu'on ne nous donne pas. Et cela participe de la stratégie qui consiste à nous priver d'accès, parce que les gens qui font ça, ils connaissent très bien. N'importe quel Français arrive en Martinique, il a des cartes, les armées ont des cartes d'état-major, il n'y a pas un coin ou un recoin de la Martinique que les Français ne connaissent pas.
Et nous, bon, ils ont en plus les guides touristiques que nous n'utilisons pas. Mais je vous assure, quand ils arrivent ici, ils ne nous demandent surtout pas de les aider à trouver des trucs. Ils les connaissent mieux que nous et ils nous l'expriment dans leur comportement, de se passer de notre aide, notamment pour leur indiquer, pour donner du sens, en tout cas pour les orienter, même géographiquement. C'est important de comprendre qu'un espace appartient à un peuple quand il a le pouvoir de l'habiter. Donc la question des égrégores est importante parce que, voilà un, celui de la possession d'un territoire qui sera à nous. Et celui-là, c'est, je crois, la moindre de nos préoccupations, parce que nous avons transposé le besoin ou la nécessité d'être des peuples responsables et qui prennent leur vie en main à la loi du ventre. Oui, s'ils partent, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire. Voilà un autre égrégore puissant qui bloque votre accès à votre dignité. Qu'est-ce que vous allez boire et manger? Alors que c'est vous qui donnez à boire et à manger, vous ne le savez pas. Et c'est pas par des voies très visibles, mais c'est vous qui nourrissez les autres, qui vous ont dit que vous dépendez d'eux. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour essayer de finir sur cette question-là? Remercier, on ne voudrait pas tout dévoiler sur les égrégores. Allez sur YouTube, cherchez, écoutez, lisez. Les égrégores sont utilisés en sorcellerie. Ils sont utilisés dans tout ce qui fait, vous voyez, qui sont des pratiques qui ont pour objectif de bloquer, de neutraliser, d'empêcher, d'aveugler, de manipuler. Donc c'est à vous de savoir à qui vous donnez votre force, votre énergie. C'est celle-là. J'ai entendu un monsieur dire, qui parlait des égrégores, vos croyances, pas vos savoirs, vos croyances sont les chaînes avec lesquelles les autres vous manipulent. Vos croyances. On vous demande de croire un peu moins et d'aller au savoir, d'accéder au savoir. Et nous avons donc des personnes et des institutions comme l'association CNR qui invitent des personnes à venir vous apporter ce savoir. Donc on va remercier infiniment M. Lasconi qui est à sa façon, peut-être pas simple d'accès parce que je vous dis, il faut être chercheur pour comprendre sa démarche, mais ce qu'il vous donne, il faut le prendre comme ça et continuer à travailler vous, à mettre des textes, des mots dessus. Mais effectivement, les images, comme il l'a expliqué, sont puissantes. Ce sont des égrégores quand elles sont en votre faveur, quand elles sont faites pour vous apporter la vérité. Monsieur Lasconi. Merci infiniment de m'avoir invité ici. C'est la deuxième fois que je viens sur ce plateau. La dernière fois, c'était il y a 27 mois. J'aurais voulu venir davantage, mais hélas, j'ai d'autres missions à accomplir. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de venir en Martinique pour prêcher la bonne parole. Qu'est-ce que vous conseillez comme DVD? Alors là, j'ai emmené quelques échantillons. Ça, c'est mon dernier film qui s'intitule Haïti, l'union fait la force, parce que ça me fend le cœur de voir la manière dont les Haïtiens sont traités dans la Caraïbe française. Et il faudra rappeler aux gens que ce sont les Haïtiens qui ont érigé les plus beaux édifices dans la Caraïbe. Le plus grand château fort des Amériques se trouve en Haïti. La citadelle. La citadelle du roi Christophe. Henri, qui a été construit par des Africains qui sortaient fraîchement de l'esclavage. Et qui ont pris leur modèle sur le continent parce qu'on a retrouvé... sur 1000 mètres de hauteur. Ça, il fallait le faire. 1000 mètres de hauteur, c'est plus de 3 fois que la Tour Eiffel. Ça, et comment ces Africains ont fait pour le faire. Donc ça, c'est un film que je recommande aux gens. C'est le dernier. J'ai vu beaucoup de films sur Haïti et sans aucune prétention. Le mien probablement au-dessus de la mêlée parce que j'ai pris des années à le faire et il y a beaucoup plus de paysages que des témoignages. Donc là, ce sont les édifices qui parlent à leur place. Comment les Africains réduits en esclavage ont réussi à vaincre la plus puissante armée du monde, celle de Napoléon Bonaparte, conduite
par son beau-frère Charles-Victor Leclerc. Mais après la mort de ce dernier, la France va envoyer à Saint-Domingue, actuel Haïti, le meilleur de ses officiers qui s'appelait Donatien, Jean-Baptiste de Vimeur, comte de Rochambeau. Et celui-ci a participé d'ailleurs à libérer les États-Unis d'Amérique avec le général George Washington. Donc, si les Africains ont réussi à mettre en déroute ce genre d'officiers, c'est bien parce qu'ils avaient du génie militaire, génie architectural. Il faut visiter le palais de Trois-Rivières de l'Artibonite. C'est quand même un palais qui a 365 portes et fenêtres, soit le nombre de rivières qu'il y a en Dominique. Donc, le roi Henri-Christophe pouvait se permettre le loisir d'ouvrir une fenêtre ou une porte par jour jusqu'à la fin de l'année. Et ce sont des Africains qui ont fait ce travail. Et c'est dans la Caraïbe. Mais Haïti n'a pas fini de nous surprendre. En tout cas, chers amis, n'oubliez pas d'aller visiter le site de M. Lasconi. Et puis, il y en a un autre. Avant que je termine, oui, celui-là, ça s'appelle Main basse sur l'or, montrer que l'Afrique, continent qui est dénigré, mais très convoité, puisque nous avons les plus grandes réserves de matières stratégiques au monde, l'or qui brille dans les... Et la France est troisième puissance mondiale en possession d'or, sans une seule mine d'or. Et d'ailleurs, la Belgique, Anvers, c'est la capitale du diamant, et il n'y a pas une seule mine de diamant en Belgique. Mais voilà pourquoi il y avait glysote et iodisote, et ce sont des égrégores. Le mensonge fait partie des égrégores les plus puissants. Mais comme nous sommes ignorants, on nous a eu. Mais maintenant, il est temps de se réveiller, non? Ouvrez les yeux et puis allez chercher. Il y a maintenant des explications pour que vous compreniez que l'espace n'est pas vide, qu'il est habité et qu'il y a des gens qui s'évertuent justement à vous boucher la vie. Donc, voilà, allez vous dessiller, c'est important. Et puis comme les Haïtiens, que nous méprisons soi-disant parce que nous sommes des imbéciles, eh bien eux, ils ont eu le souci de leur dignité, de se débarrasser de leurs prédateurs, de leurs esclavagistes, etc. Nous sommes encore sous le joug. On finit parce que la lumière a clignoté. Madame, comment les gens viennent à l'association pour vous renforcer? Eh bien, il faut venir à l'association CNR. Alors déjà, aller pour découvrir un peu sur notre page Facebook CNR.Martinique officiel. Et puis, voilà, et puis nous contacter. Donc, nous faisons des manifestations, nous envoyons... Il y a un téléphone? Alors, le téléphone, c'est 0696 94 44 15, donc c'est mon téléphone. Et puis, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, Juliette, à savoir qu'il faut que les gens fassent leur recherche ADN. C'est important. Oui. Et puis, à la fin de l'année, nous aurons certainement le plaisir d'avoir à Mamazama pour la cérémonie du nom. Donc, c'est programmé donc pour les personnes qui voudraient effectivement changer de nom. C'est-à-dire que pendant toute l'année, nous faisons des manifestations. Donc, il faut suivre un petit peu ce qui se passe, puisque nous envoyons des flyers. Alors, nous ne sommes pas très, très bons en communication, mais bon, ça viendra, puisque justement, nous invitons des personnes à venir nous rejoindre pour un petit peu gonfler les... Voilà, c'est du bénévolat, hein, les associations souffrent beaucoup de manque de moyens, et de moyens humains. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. J'espère que vous avez appris, en tout cas découvert des choses, des concepts qu'il faudra aller approfondir, mais vous avez des petites mains qui travaillent à vous ouvrir les yeux. Suivez-les, écoutez-les, supportez-les. Moi-même, je dis souvent, mon cas écrit bazote, et autres pas qu'à lire assez. Il faut lire ce qu'il y a dans les livres que nous vous donnons. C'est bien pour cela que nous sommes un peu persécutés, non? Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir, que votre curiosité est aiguisée, et puis allez garder les affaires égrégores là. C'est très important. Voilà, bon après-midi et puis à très bientôt. Au revoir.